Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne surtout pas manquer sur TV78 si vous êtes fan de sport local. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas Mickaël Elmidoro. Il a affaire en ce moment et c'est plus important que le sport, on le salue. Le présentateur change mais la formule reste la même. Comme toujours, il y aura des analyses techniques, des décryptages et surtout une bonne dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous installés en plateau. Ils sont en pleine forme en ce début de printemps. Présentation en musique de cette magnifique équipe plus forte que la Dream Team de 1992. À ma gauche, on commence. Musique, c'est une grande sportive. Elle vit également pour le sport. Elle adore faire des 10 km dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Elle a fait beaucoup de basket aussi dans sa jeunesse. Elle nous vient de la ville de Poissy. Audrey Lepère nous fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Bonjour Audrey. Bonjour Grégory. Comment allez-vous? Ça faisait un moment qu'on ne vous voyait pas dans le Si on parlait sport. Préparation footing, préparation semi. Là, le Paris Saint-Germain pour dimanche prochain. Donc en pleine forme. En pleine forme pour aborder ces beaux jours, même si en ce moment la météo est plutôt morose. On a eu quelques semaines de beau temps pendant les vacances et là, c'est vrai que c'est moins bien en ces derniers jours. Juste en face à ma droite, musique, c'est un véritable guerrier, un monument de cette émission. Il est préparé comme jamais, il commence à être bien bronzé, il revient de vacances d'ailleurs, il va faire des ravages sur les plages cet été, on n'en doute pas. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Bonjour Pierre. Salut à tous, salut les amis. Comment ça va? Salut Greg. Ça va très bien. Effectivement, j'ai profité des rares moments d'éclaircie et de soleil qu'on a eu sur les 10 derniers jours. C'est vrai que ça a pas mal changé depuis. J'ai mis mon costume de lumière. Vous êtes habitué à Mickaël à la présentation, ça va pas trop changer les choses. Oui, on est habitué. On reste entre amis, pas de problème. On fait partie bien sûr de cette belle team. Et de cultiver de la culture sportive. On repasse de l'autre côté musique. Il est plus connu que Michael Jackson ou encore Elvis Presley grâce à sa présence sur ce talk. Cette émission fera encore plus d'audience que le couronnement de Charles III. Mesdames et messieurs, coach Jean Miss, ex-entraîneur du Rugby Club de Plaisir, du Plaisir Rugby Club, même c'est dans l'autre sens, c'est avec nous pendant une heure. Comment ça va Jean? Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Audrey. Impeccable, vraiment impeccable. On vient de vacances aussi. Malgré la pluie, oui, un petit peu de repos, ça fait pas de mal. Et malgré la pluie, tout va bien, le soleil dans la tête. On termine de l'autre côté musique, dernier chroniqueur de cette émission. Si on parlait sport, c'est un petit nouveau, même si maintenant il commence à collectionner quelques caps, il devient titulaire indiscutable, il crée sa légende à chaque émission, il honore déjà sa 7e sélection dans ce SOP Sport. À 10, il nous invite au restaurant, il est responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France, il adore le sport et il est amoureux bien sûr de sport et de Si on parlait sport, c'est Philippe Bolac. Comment ça va Philippe? Ça va impeccable, bonjour tout le monde, bonjour Greg. Impeccable, on aborde la dernière ligne droite des saisons de foot et de rugby, donc voilà, donc intéressant. Alors on va passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de la Fédérale 2 de rugby. Ça va ravir nos rugbymen en plateau. Ça faisait longtemps qu'on parlait pas de rugby dans Si on parlait sport. Rugby Club de Versailles mais aussi la suite de l'aventure ou pas, on l'espère, pour Plaisir en Fédérale 2. Nous parlerons aussi des tensions autour de Messi et de son fameux voyage en Arabie Saoudite. Voilà toute l'histoire autour du Paris Saint-Germain et de l'Argentin. Peut-être un divorce à venir pour cet été et aussi des dernières semaines difficile pour le Football Club de Versailles. Mais on va tout d'abord parler boxe et la nouvelle nous est parvenue dans les dernières heures. Maïva Manouche met un terme à sa carrière. Elle l'a annoncé sur Twitter, je la cite: suite à une blessure à l'œil causée par les combats, je dois mettre fin à ma carrière. Après 16 ans de combat, j'ai dédié une bonne partie de ma vie à la boxe avec de nombreux titres mondiaux. Les JO, je ne garde que de bons souvenirs. Alors l'ex-élan courtoise de la team Farouja à 33 ans compte 22 victoires chez les pros, dont 18 avant la limite et 2 défaites au point. Elle a remporté 7 titres de championne du monde IBF des Superplumes, mais avait, on s'en souvient, participé aux JO de Tokyo 2021 où elle avait été éliminée en 16e de finale dans des conditions, on se souvient, un petit peu douteuses par la Finlandaise Mira Podkonen. C'était au point cette défaite. Déjà une première réaction. On aura l'occasion dans un prochain Si on parlait sport de revenir plus longuement sur cette carrière de Maïva Manouche. Première réaction, Pierre, à l'annonce de cette retraite? Coup de chapeau déjà pour sa carrière et confirmation que la vie des sportives et des sportifs de haut niveau n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a quand même duré un bon bout de temps au plus haut niveau. On en a souvent parlé sur ce plateau avec cette participation au JO qui laisse un gros goût d'inachevé sur cette
désormais fin de carrière. C'est peut-être la frustration de sa carrière. Oui, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire qu'on en avait parlé à l'époque en disant que ça pouvait lui servir pour rebondir et continuer à essayer de durer, mais c'était à essayer de durer. Et malheureusement, là, le corps dit stop, on va dire. Et mais grand coup de chapeau sur sa carrière au plus haut niveau. On en a parlé souvent, c'est vrai, Jean, sur ce plateau. Vous la connaissez bien. En plus, double profil de sportive et policière dans la vie. C'est un exemple à suivre. Elle a failli être porte-drapeau, on le rappelle aussi, au JO de Tokyo. Ce que je voulais dire. Ça avait été hésité. Elle avait failli être porte-drapeau lors des derniers JO. Donc c'est vraiment une très grande sportive. C'est malheureusement les risques de ce sport, la boxe. Les fins de carrière sont souvent dues au corps qui dit stop, quoi, et c'est le cas. Elle l'a dit dans une interview à RMC Sport qu'il y avait un vrai risque de perdre son œil si elle continue. Tout à fait. Donc là, il y a pas tergiversé. Puis quand même 16 ans de carrière. 7 titres de championne du monde, une belle carrière. 7 titres de championne du monde. Donc bravo et bonne continuation. Audrey ? Déjà une belle référence à sa carrière professionnelle. C'est vrai que 16 ans, c'est extraordinaire. C'est vrai que, comme vous dites, une double casquette, c'est un exemple. Évidemment, en fin de carrière comme ça, c'est toujours compliqué de finir sa carrière sportive comme ça. Bon, c'est un peu frustrant, mais après, c'est un bel exemple aussi à suivre. Peut-être pour les jeunes prochains talents, en tout cas. Philippe, on va terminer avec vous sur cette thématique. Je dis bravo, parce que, comme tout le monde l'a dit, c'est une belle carrière. Bon, faut savoir s'arrêter, il faut pas faire, comme on dit, dans d'autres sports aussi, l'année de trop, parce que souvent on a vu des catastrophes, ça c'est sûr. Et surtout là, en plus, ça touche quand même au niveau des yeux et un œil, c'est quand même, vaut mieux s'arrêter. Et bon, dommage, c'est à 1 an des JO, mais peut-être elle pourra, je veux dire, au niveau des JO, être... je sais pas, enfin les commenter par rapport à la boxe et tout, de cette team France aussi, donc ça peut être aussi l'opportunité à 1 an des JO de pouvoir 36 ans pour Maïva Madouche. Je pense que c'est pas mal. 36 ans, oui, c'est ça. C'est de toute façon. 33 ans, pardon. 33 ans, c'est. À 33 ans, ça rapproche à d'autres circonstances et d'autres anecdotes. Mais en tout cas, ces sportives-là et ces sportifs, même si elle aurait souhaité, je pense, sortir peut-être sur un meilleur parcours en JO ou peut-être même sur un titre, elles n'ont pas toujours le choix dans la date pour stopper ou continuer une carrière. On aura l'occasion de revenir plus longuement sur sa carrière au cours d'un prochain SOP Sport, avoir aussi sa réaction directe, peut-être l'inviter directement sur ce SOP Sport pour Maïva Madouche, donc, qui vient de prendre sa retraite à l'âge de 33 ans. On va passer à présent au football. Et c'est déjà l'heure de la traditionnelle envolée. Alors, j'ai récupéré la présentation du SOP un petit peu à la dernière minute. J'avais déjà préparé l'envolée, donc je vais vous en faire profiter. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes prêts ? Alors, je vais vous parler du Football Club de Versailles. Souvenez-vous, la saison dernière, le FCV nous a transportés tous ici en plateau. Alors, transporté Mickaël et moi, qui n'est pas présent aujourd'hui, jusqu'à Périgueux. Nous avions suivi le quart de finale de la Coupe de France contre Bergerac. Transporté aussi dans l'euphorie, vous le voyez, avec ses supporters, jusqu'aux portes de la finale de la compétition en s'inclinant avec les honneurs face à Nice dans le dernier carré. La saison parfaite pour l'équipe amateur auréolée d'un titre de champion en N2 et d'une montée en nationale, la 3e division nationale. Les lumières sont alors braquées sur le Football Club de Versailles. Les 2 investisseurs du groupe Fiducim City à la tête du club fixent le projet, atteindre la Ligue 2 le plus rapidement possible, et ils mettent les moyens. On a parlé des différents budgets. Au début, c'était 3 millions d'euros. D'après nos différents confrères, on serait plutôt même autour des 6 millions d'euros de budget cette saison. Des recrutements, des joueurs expérimentés et même internationaux. Parfois, le FCV a complètement changé de dimension en l'espace de quelques mois. Alors jusqu'à présent, le rêve se prolongeait. Les Versaillais sont restés en course une bonne partie du championnat pour arracher la promotion en Ligue 2 dès leur première saison en nationale, mais les 5 défaites depuis le début de l'année ont enrayé la machine victorieuse. La dernière contre le Red Star, le 2 mai à Saint-Gratien, a relégué l'équipe à la 5e place au classement, à 5 points du duo de tête Martigues-Concarneau, le tout à 3 journées de la fin du championnat. Ça semble compromis pour le FC Versailles. Nous sommes satisfaits de la saison et en train de
de préparer la saison prochaine, a affirmé Christophe Petit, l'un des 2 investisseurs du club, à nos confrères de l'équipe. Un club ne peut se structurer en un jour. Du jour au lendemain, nous travaillons sérieusement et le projet avance. Pas de quoi paniquer donc. Et au fond, pour une première saison en national, avoir joué sa chance jusqu'au bout pour la montée est en soi déjà une victoire. Mais le vernis, à mon sens, c'est tout de même légèrement écaillé avec ce qui se trame en interne. Les guerres intestines d'abord, entre d'un côté l'ancien coach Youssef Chibi et de l'autre l'ex-directeur général du club Jean-Luc Haribar. Citons également Michael Michet, responsable du recrutement et de la communication. Les relations étaient glaciales. Le FC Versailles a remercié Haribar et serait en conflit avec Michet, dont le contrat prend fin le 30 juin. Il ne serait plus rémunéré depuis janvier. L'affaire sera bientôt devant les prud'hommes. Il y a eu aussi bien sûr l'affaire Youssef Chibi, on s'en souvient, reconnu coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée, condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir filmé des femmes à leur insu, mis à pied par l'équipe yvelinoise. L'entraîneur a été remplacé par le Brésilien Chris. La question alors sur toutes les lèvres, on se l'est posé aussi en plateau, ce remue-ménage interne allait-il affecter le groupe? Et on est en droit de se le demander après les résultats des dernières semaines. Alors cerise sur le gâteau, le Football Club de Versailles serait selon plusieurs médias dans une situation financière extrêmement tendue, due principalement aux difficultés actuelles du groupe Fiducim City, des retards de paiement des prestataires, un loyer très lourd à assumer du stade Jean-Bouin pour les rencontres à domicile et une masse salariale qui a explosé. En empilant les noms, elle a grimpé à 2,8 millions d'euros, soit 43% du budget du club. Le secteur sportif compte 34 salariés, le secteur administratif un seul. Donc on voit que le club a eu du mal à se structurer. Preuve peut-être que les propriétaires ont voulu aller trop vite sans penser à structurer le club au préalable. Du côté des investisseurs, on dément pour le moment toute difficulté financière, mais les propriétaires chercheraient actuellement des partenaires financiers pour diversifier le capital du club, voire le revendre. Alors nous ne sommes pas loin de la douche froide, soyons honnêtes. Après l'extase, le FCV pourrait être victime d'une sérieuse gueule de bois qu'il faut éviter à tout prix pour plusieurs raisons. Je suis un grand rêveur, vous le savez, en plateau, et je veux continuer de vivre et à vivre ce rêve éveillé parce que Versailles nous a raconté une belle histoire la saison passée. Les Français ont besoin de belles histoires, les temps sont difficiles. La prochaine pourrait être un jour celle d'un deuxième représentant francilien en Ligue 1. Prenons-nous à rêver, pourquoi pas. Et aussi pour que les Yvelines, c'est la dernière raison, continuent d'avoir leur représentant dans l'élite du football français. Bref, il faut éviter le désastre, tout faire, car j'ai le sentiment que si le club est vendu, si le club est lâché par le propriétaire actuel, eh bien son millier de licenciés et ce club ne s'en remettrait pas. C'est mon avis. Voilà, je voulais déjà avoir votre avis sur cette envolée et peut-être vous poser d'ores et déjà une question. On va pouvoir prendre les petites raquettes vert et rouge. Est-ce qu'on peut être déçu par la saison du FC Versailles? Et je vais vous faire réagir également à l'envolée. Non pour Pierre, oui. Non. Moi, c'est mitigé. C'est mitigé, donc on va faire un petit duel entre Audrey et Pierre. On va commencer avec Audrey. Peut-on être déçu de la saison du FC Versailles? Alors, je pense qu'on peut déjà les féliciter sur leur jeu, sur leur développement aussi en termes d'équipe, en termes de développement aussi d'état d'esprit. Donc ça, c'est ma raquette verte. Là où je suis effectivement scandalisée, c'est effectivement sur l'entraîneur, Youssef Chibi, où je suis vraiment scandalisée, je suis révoltée. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore avoir ce type de problématique? Qui a recruté cette personne-là? Donc je pense que pour les prochaines années, il va falloir être encore plus vigilant. Parce que pour Versailles, c'est vraiment dommage. Vraiment, on était très satisfaits d'avoir un club dans les Yvelines, en tout cas voisin. Donc oui, là-dessus, ça reste une réflexion assez simple, mais voilà mon état d'esprit d'aujourd'hui. Après, Youssef Chibi, c'est vrai, était là depuis beaucoup plus d'années. Il a participé aux différentes montées du club. Et c'est vrai que oui, cette affaire en dehors du sport nous a tous surpris. Et c'est vrai qu'elle est tombée un petit peu, comment dire, par surprise. Votre avis, à vous, Pierre? Alors moi c'est je rembobine sur l'ensemble des choses qu'on avait pu aborder et disserter sur le club du FCV depuis le début de la saison dernière, à travers l'épopée en Coupe de France, et puis surtout sur cette saison-là, puisque la question concerne la saison qui s'achève, avec une précision. Je pense qu'on s'est emballé trop vite. C'est-à-dire que avec
somme toute relative pression médiatique, puisqu'on en parlait ici, on s'est renseigné, et puis il y a eu des résultats, mais il y a eu des résultats qui étaient assez inattendus en début de saison, et donc on s'est emballé. Enfin, moi c'est mon avis, je pense qu'on s'est emballé et qu'on a cru que l'appétit venant en mangeant, avec les décisions qui étaient prises, et surtout avec le côté tactique, et puis un facteur chance aussi qui joue, ça pouvait passer dès la première saison en Ligue 2. Mais c'est vrai que les investisseurs parlaient d'une montée le plus rapidement possible en Ligue 2, même si là ils sont revenus un petit peu sur leurs propos et ils ont dit que le plan était plutôt sur 3 ans. C'est ça, et en fait dans les dernières semaines de communication et d'échange, il y a eu plusieurs articles justement sur cette relative déception par rapport aux fans du FCV, et puis les droits de réponse qui étaient aussi adressés notamment dans le Parisien par les deux investisseurs, les deux coprésidents du FCV, en disant il n'y a pas péril dans la demeure, on est dans le rythme à 3 ans. Donc ma réponse est dire non. Pas déçu, puisque on a rêvé, on a continué à rêver après la saison exceptionnelle en Coupe de France de la saison dernière, et que cette saison, oui, ils nous ont fait un peu vibrer, ils nous ont fait rêver à plus haut, mais n'oublions pas, et c'est pour ça que je réponds non, n'oublions pas que c'est leur première saison en nationale, qu'ils terminent 5e et qu'ils ont joué les premiers rôles pendant une bonne partie de la saison, effectivement en étant premier et deuxième ou deuxième, et c'est ce qui nous a fait espérer plus, mais restons en fait mesurés et puis on va dire sportifs et fair-play, en disant que ils ont fait un très très bon premier exercice en national. Et puis dernière chose, je pense à la limite s'il peut y avoir une déception, c'est sur le côté structuration et hors terrain. Structuration, ça a été un peu trop vite. Il faut pas oublier que depuis le départ, le FCV a ce problème de stade qui pèse de plus en plus lourd dans la gestion du club. Il y a un seul salarié dans le secteur administratif, tout est sur la partie sportive. Donc là, pour le coup, ça peut pas marcher, ou ça peut pas marcher aussi vite que ça. Et emmener les fans du FCV et les spectateurs à Jean-Bouin systématiquement, on sait que dans la durée, ça marche pas non plus. Et c'est que Paris, c'est qu'une vingtaine de kilomètres. On parle là déjà de l'année prochaine pour le national de Sannois-Saint-Gratien, de Lille, Chambly, Le Mans. On a parlé de beaucoup de stades, mais qui sont tous très 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 éloignés. Donc ça permettra de régler cette question. Voilà, revenons à une structuration dans la douceur et dans la durée, surtout de ce club. Réglons les problèmes qui sont posés, et là on recommencera à rêver. Philippe, vous êtes le juge de paix qui vous a convaincu. On rappelle aussi quand même qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage cette saison. Donc finalement, peut-être qu'au vu de ce remue-ménage, le point de vue est plutôt positif. Les deux m'ont convaincu parce que voilà, je pense qu'ils étaient dans le début de saison sous la dynamique de l'année dernière, de la saison précédente, et c'est souvent ça en fin de compte. Les clubs, souvent en foot, ils montent, ils sont dans une belle dynamique et ils font une première belle saison. On a vu même des clubs monter successivement. Vraiment une belle saison. Et là, j'ai un peu peur que, voilà, depuis le début de l'année, toutes les affaires qu'il y a eu, le problème de terrain, ça on en a parlé déjà dans les autres émissions. Comme je l'ai dit, si on est délocalisé, la plupart du temps, ça ne marche pas. On a eu beaucoup d'exemples en Ile-de-France, le Restar, d'autres encore qu'on a eu. On attend toujours ce deuxième représentant francilien en Ligue 1, puisque c'est aussi le rêve en Ile-de-France. Oui, ça c'est bien. Il y a plusieurs projets. Ça c'est bien triste, depuis le Racing. Le Racing qui avait été en Ligue 1, ça date. Et c'est un peu Paris, la région parisienne n'a pas, alors que dans tous les autres pays, il y a 5, 6, 7 clubs des fois. C'est incroyable, je veux dire. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, ça va aller. Bon, ils vont perdre beaucoup de joueurs parce que, comme on en a parlé, la masse salariale va vraiment diminuer. Et voilà, il faut repartir parce qu'ils ont des bons jeunes aussi. Il y a une belle école de football. Il y a du monde. Repartir des bases pour le FC Versailles. Déjà au niveau administratif, de la structure déjà, et après ça suivra le côté sportif. Votre avis, Jean? Alors Pierre disait, ça va peut-être laisser le temps de travailler sur le dossier du stade, parce qu'il y a plusieurs pistes. On a parlé aussi d'aller jouer au Mans la saison prochaine, même près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. C'est peut-être un mal pour un bien d'être plus progressif, on va dire, dans cette évolution du FC Versailles. Alors, d'être plus progressif, oui, parce que
on constate à travers cette équipe que l'argent ne fait pas tout et qu'on a beau mettre les moyens financiers en œuvre pour aller accéder au niveau supérieur, eh bien ça fait pas tout. On voit bien qu'il faut structurer, et pas structurer que sur le plan sportif, il faut structurer aussi sur le plan administratif, en plus avec, on l'a dit, vous venez de le redire, cette grosse problématique qui est le stade, et qui pour moi est le plus gros problème du club. Et ça, il faut le résoudre, à mon avis, avant le début de la saison. C'est le dossier prioritaire. Parce que un stade, c'est la stabilité d'une équipe. On se retrouve à domicile, c'est le stade, on joue à domicile, on est chez nous. Et comme pour un sportif, pour un club, pour tout ce qui tout ce qui tourne autour du club, c'est la base. Et sans cette base, c'est compliqué de structurer et de former et de faire évoluer les choses autour. Donc qui règle d'abord ce problème de stade, qui est à mon avis la priorité, et ensuite, bon, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, ils ont fait une belle saison pour moi. C'est pas une saison décevante, c'est un promu. Donc, en plus une saison, on le rappelle, où il y a 6 descentes, donc voilà. C'était aussi le risque pour le FC Versailles. C'est une belle saison. Maintenant, il faut le temps de structurer. Le projet de 3 ans, moi je trouve ça beaucoup plus lucide, beaucoup plus cohérent et professionnel. Mais tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème de stade, ça va les déstabiliser complètement. En tout cas, il y a toujours un stade du côté du FC Versailles, même s'il n'était pas homologué pour cette saison nationale, le stade Montboron. On a pu voir très récemment un match dans ce stade entre le Racing Club de France et Rouen. Plusieurs milliers de personnes dans les tribunes. Bon, ça faisait peut-être un peu mal au cœur de voir ce stade qui puisse vibrer pour une autre équipe que pour le FC Versailles. Pour le FC Versailles, on précise juste que le prochain match, ce sera ce vendredi 12 mai sur le terrain du Paris 13 Atlético, un derby francilien. Une défaite, et là, les derniers espoirs de monter s'envoleront, mais très rapidement au plateau, on peut dire que la montée c'est terminé. Mathématiquement, c'est toujours jouable, mais... Mathématiquement jouable, mais quand on regarde les derniers matchs, et notamment je pense au dernier contre le Red Star, nous allons prendre le 3-0 contre un concurrent a priori direct à la possibilité de monter. Donc là c'est la dynamique qui est peut-être cassée. Devant, ça tourne quand même. Que ce soit Concarneau, Martigues, Dunkerque. Et même le Red Star, parce que comme on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure par rapport au stade, le projet à 3 ans, c'est un exemple concret, Red Star. Maintenant, ils ont leur stade, ils sont en train de faire les travaux et tout, ils vont rester là, ils ont été aussi à Chambly, ça n'a pas marché, ils sont descendus, et là, ils ont maintenant leur stade et tout, ils ont vraiment exactement ce que tu disais, exactement. Bon, on va parler un peu plus tard de football avec le Paris Saint-Germain, également du remue-ménage en coulisses au Paris Saint-Germain, mais on va continuer d'abord à parler de Versailles pour le plus grand bonheur de Pierre. On va changer de sport, on va parler de rugby. Le RCV devait réaliser un exploit sur le terrain du Creusot ce week-end. C'était même le week-end, il y a 2 week-ends pour le RCV lors des barrages de Fédéral 2. Les Versaillais, diminués par des absences, n'ont pas réussi à faire de miracle. Ils se sont inclinés 27-6 à l'extérieur. Une belle saison tout de même pour Versailles. On le rappelle, promu dans cette division de Fédéral 2. C'était une première historique pour le rugby club de Versailles. Une saison qui a satisfait les dirigeants. En tout cas, on avait reçu un joueur et on avait reçu également le manager de l'équipe. La question sur cette thématique, est-ce qu'on peut être quand même satisfait de cette saison versaillaise en rugby ? Oui. Voilà, il y a un large oui, et on va donner la parole quand même à notre Versaillais du rugby club de Versailles. Pourquoi on peut être satisfait, Pierre, de cette saison du RCV ? Évidemment, on est content parce que chauvin d'une part et réaliste d'autre part. C'est-à-dire que là, on vient d'en parler pour le football à Versailles sur un niveau bien supérieur. Sur le niveau amateur en Fédéral 2, qui est, vous l'avez rappelé, une première historique pour le rugby club Versailles, qui n'avait jamais atteint ce niveau de jeu amateur. C'est une satisfaction parce que on nageait un petit peu dans l'inconnu en fin de saison, qui avait été euphorique avec 2 chances pour monter, et finalement c'est après le tirage, ça monte au grattage, juste après au grattage de ballon contre Vincennes, et puis il y a cet élan et cette dynamique qui nous a porté toute la saison dernière, qui continue à produire des effets sur cette saison qui s'achève. Et effectivement, avec la réforme des différentes poules, on a eu un nivellement par le haut avec justement cette possibilité d'accéder de la Fédérale 3 à la Fédérale 2 pour la première fois de notre histoire. Et c'est une satisfaction pour cette saison sur l'état d'esprit, le jeu pratiqué, l'envie et ce qui a été montré
au stade à Porchefontaine ou sinon sur les autres terrains franciliens avec des supporters, les enfants de l'école de rugby qui ont une équipe Fagnon maintenant qui évolue à bon niveau, une école de rugby qui est assez ça, c'est un projet fourni, global projet cette global, équipe, ouais. de former le plus de joueurs possible capables de jouer en première, et c'est le cas sur toutes les feuilles de match, en première, en réserve et évidemment en équipe senior 3 puisqu'on a 3 équipes seniors, c'est d'avoir le plus de représentants possibles formés par le club, et ça c'est la vraie satisfaction de l'ADN et de la culture du rugby à Versailles. Maintenant sur ce match contre le Creusot, petite frustration parce que sur le scénario du match il y a peut-être quelque chose à jouer, c'est ce que disaient les acteurs. La première joie ça a été de se qualifier dès la première saison en Fédéral 2, c'est ça c'était le cadeau bonus, et ce qu'on peut dire peut-être maintenant a posteriori et à froid, c'est de dire que l'influx était parti, on avait réalisé plus que l'objectif, parce que l'objectif de base au départ on le disait par prudence c'était le maintien en Fédéral 2, voilà, donc on a eu plus que prévu avec la qualification. Il nous manquait du monde en termes de joueurs, dans les deux groupes d'ailleurs, parce qu'on jouait sur les deux tableaux. Oui. La réserve s'est qualifiée aussi en barrage de Fédéral B. Donc voilà, très belle équipe du Creusot, très belle équipe de Pontarlier pour la réserve. Voilà, peut-être que l'influx, l'esprit n'y était plus pour aller chercher un petit peu plus loin, parce que la saison était déjà bien dense, et puis elle avait amené son lot de satisfaction. Oui, et Jean, on était au-delà des espérances, parce que Pierre parlait de l'objectif maintien en début de saison. Finalement, il y a eu cette 6e place en saison régulière qui a permis de se qualifier pour les barrages. On est au-delà des espérances de ce début de saison pour, on le rappelle, une équipe qui évolue pour la première fois en Fédéral 2. Tout à fait, au-delà, mais avec une lucidité quand même qu'il ne faut pas oublier, où il y a eu cette refonte des niveaux à la mi-saison de la fédération et la création d'une nationale 2 qui a fait que la fédérale 2 aujourd'hui n'est plus la fédérale 2 d'hier. Et tant mieux, c'est-à-dire tant mieux pour les clubs comme Versailles qui sont montés à l'intersaison, ça leur a permis justement de bien figurer dans le championnat et de pouvoir accrocher une qualification. Chose qui, à mon avis, techniquement, la saison dernière n'aurait peut-être pas eu, ils n'auraient pas eu cette possibilité. Mais tant mieux, c'est fait et tant mieux. Donc là, ils sont sur une bonne dynamique. On parlait de structure juste avant, avec le football de Versailles. Là, c'est une preuve d'une bonne structure, que ce soit autour des équipements qu'il possède, parce que c'est un stade magnifique, autour de l'école de rugby, Pierre en a parlé, autour des seniors, où, bon, ça, je sais qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens issus du club. Moi, je sais surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont allés chercher à l'extérieur. On parle de plus gros budget, ça a été démenti sur l'un des plus gros budgets de la poule de Fédéral 2. Est-ce que c'est vrai ? Un des plus, c'est un des plus gros budgets de la Fédéral 2. Un des plus gros, oui. Un des plus gros budgets de la Fédéral 2. De cette poule-là, précisons de la poule. De la poule. Poule 8. Mais donc, c'est pour ça que je veux juste souligner quand même qu'effectivement, ils ont des joueurs issus de la formation, mais ils ont quand même une grosse ossature de l'équipe, de joueurs qui sont allés chercher à l'extérieur. Oui. Mais le recrutement a été très intéressant, très ciblé. Voilà, très ciblé et performant, puisque les résultats sont là. Donc c'est une bonne structure, une bonne cohérence pour un club qui est en plus d'avenir, parce que ils ont des objectifs, ils ont des ambitions, et ils se mettent les moyens de leurs ambitions. Donc je pense quand même qu'on reparlera de Versailles dans les années à venir, et sur ce plateau à plusieurs reprises, je crois, dans les années à venir. Budget, recrutement léché, mais aussi progression sur cette saison. Nous, on l'a senti sur les 2 matchs dans les derbys vinois face à Plaisir. Un match aller où Versailles avait été vraiment pas trop existé. Voilà, pas trop existé face à Plaisir. Et justement, au retour à Porchefontaine, il y avait eu match entre les deux équipes. On a senti que c'était la saison de la progression aussi. Ouais, quand même, parce que moi je les ai vus à Rissorangis, parce que je suis un tout petit peu Rissorangis, je suis juste à côté. Ils sont dans la même poule. Bon, il y avait Le Havre qui était au-dessus dans la poule, c'est vrai. Bon, Courbevoie aussi pas mal qui a fait des remontées, mais je trouve que c'était assez. Bon, il y a eu aussi le souci de Domo qui a déclaré forfait général. C'est pas bon. C'est là qu'on dit que c'est difficile. Toujours le même sujet. Ouais. Que le budget ne fait pas tout. Voilà, le budget fait pas tout, et quand même un forfait dès le
4e ou 5e match. C'est jamais bon. Ouais. Une poule quand même où il y avait beaucoup de franciliens quand même. Hein. Il y avait la CBB, il y avait d'autres aussi avec des clubs bretons comme le Reux aussi qui était dans là. Non, je trouve que c'est bien. Ils finissent 6e tranquille par rapport au 7e. Ils ont de l'avance sur le 7e. Il y avait 2 championnats. Il y avait 2, voilà. Mais ils ont bien, voilà. Je trouve que c'est bien. Jean, très rapidement. Ouais, et je voudrais quand même souligner ils ont perdu au Creusot, qui est une équipe habituée de fédéral, où il est troisième de sa poule. Où il a été depuis la nuit des temps, très difficile d'aller gagner dans ces régions-là, principalement au Creusot-Montchanin, qui est quand même une référence des matchs à domicile. Donc c'était quand même un bel exploit. Votre avis, Audrey? Et alors aussi, ce qui est mis en avant au Rugby Club de Versailles, c'est que malgré les ambitions, il y a toujours cette ambiance familiale aussi. Ça, c'est aussi reconnu au Rugby Club de Versailles. Je pense que c'est une belle fierté pour Versailles. Et puis effectivement, comme on dit, c'était quand même une belle place sur le Creusot. On dit pour gagner, il faut savoir perdre. Mais ce n'est que porteur de bons matchs, à mon avis, au vu de ce qu'a pu dire Pierre, Jean et Philippe. Effectivement, cet esprit familial, on en a besoin encore plus aujourd'hui et encore plus demain. Donc évidemment, on attend la suite des prochains matchs. J'espère qu'il y aura peut-être sûrement des sponsors, peut-être un peu plus, peut-être. On imagine. C'est une piste de travail. C'est en bonne voie. Effectivement, on parlait de budget. Donc, le budget, c'est grâce en numéro 1 à notre partenaire principal institutionnel, qui est la ville de Versailles, avec les installations de la ville. Que de terrain pour un club de 650 licenciés, c'est souvent peu pour pouvoir faire tourner tout le monde. Mais on ne se plaint pas pour autant. Et effectivement, c'est une grosse partie dédiée au privé, avec des partenaires de plus en plus nombreux qui nous rejoignent. On a là aussi un vrai esprit de famille se regroupant autour de ces fameuses valeurs de l'Ovalie, avec des événements récurrents pour nos partenaires, et puis cette possibilité de communiquer autour de l'image du RCV que l'on veut la plus porteuse possible. Et puis en fait, on voit assez souvent que dans le business, les points de convergence entre le rugby et les modes de management et les modes d'engagement et de performance sont souvent analogues. Donc que Dieu vous entende et qu'on en accueille. La victoire Très rapidement, est-ce qu'on peut s'attendre à du chamboulement pour la saison prochaine? Est-ce que par exemple le coach va rester, Tiffaine Charles? Tout à fait. On peut dire que de toute façon, dans le sport amateur et comme professionnel, il y a des fins de cycle. Donc il y aura du changement. Il y aura quelques changements d'ici le début de la saison prochaine, qui se font de la manière la plus naturelle possible. Quelques nouvelles arrivées dans le staff. Côté joueur, on démarre juste là maintenant à regarder ce qui se passe à côté. Maintenant qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur avec la formation, on va regarder un petit peu ceux qui sont disponibles et surtout qui s'inscrivent, comme Jean l'a rappelé, qui s'inscrivent dans un état d'esprit et dans un ciblage qui va avec la coloration bleue et blanche de Versailles. On souhaite en tout cas bon courage pour la saison prochaine au RCV. Bravo pour cette saison, et on l'a compris, le club va revenir encore plus fort la saison prochaine. Toujours la Fédérale 2, mais on va parler de plaisir également engagé dans les phases finales. Alors on va remonter le fil. Tout d'abord, le 30 avril dernier, les Plaisirois recevaient Saint-Claude du comité de Franche-Comté en barrage de Fédérale 2, une confrontation qui s'est jouée sur un match. En première période, l'enjeu semble avoir galvanisé les Yvelinois. Ils déroulent et mènent 24-0 en seulement 22 minutes de jeu. Ils géreront cet avantage et vont l'emporter 37-23 avec des essais concédés à la fin du match. Ça, c'était le 30 avril. Et dimanche dernier, on était donc le 7 mai. Plaisir recevait Saint-Priest pour les 16e de finale. Alors c'est un match équilibré sur le papier. Les Plaisirois se sont inclinés 18-10 avec une entame de seconde période qui a été déterminante dans ce 16e de finale, très serré, puisque entre les deux équipes à la mi-temps il y avait 10-10. Plaisir était en position favorable pour marquer un essai, mais l'ailier de Saint-Priest intercepte et a mené ce contre-assassin. Alors je ne sais pas si on l'a vu, si c'est affiché, mais en tout cas c'est ça qui a été déterminant dans le match. Donc les Plaisirois vont jouer la suite de leur aventure pour tenter d'accéder à la suite de ces phases finales d'accession en Fédérale 1 lors du match retour qui est prévu ce dimanche 14 mai dans la banlieue lyonnaise. On va écouter les réactions d'après-match collectées par Patrick Jacques de Dixmude. Dominer n'est pas gagner, encore une fois l'adage c'est valorisé aujourd'hui pour nous malheureusement. Au niveau de l'implication des gars, il n'y a strictement rien à dire. Par contre en termes de maîtrise, effectivement,
on n'a pas su conclure dans les zones de marque et on savait très bien que notamment en phase finale, ça fait la différence. Donc ça c'est vraiment dommage. Maintenant, il y a quand même de très bonnes choses à retenir. Donc on sait que c'est pas fini. On a vu ce qu'on était capable de faire face à cette équipe. Donc on va essayer de tout donner sur le retour. Un état d'esprit de conquérant, hein. Il va falloir aller. Là en plus on a du retard, on part avec moins 8 points, donc voilà, esprit de conquête et puis surtout se faire plaisir parce que là aujourd'hui on s'est pas fait plaisir du tout. Alors la question après ce match, est-ce que Plaisir peut s'en vouloir sur cette rencontre aller au vu de la physionomie, on l'a dit, 10 partout à la mi-temps? Oui pour Jean. Allez, vous êtes tous sur du oui. Je vais vous donner la parole, vous gens qui connaissez très bien ce club de Plaisir, ex-entraîneur du club. On peut s'en vouloir après cette rencontre, même si voilà, tout est jouable encore, tout est ouvert pour la rencontre retour. Alors j'ai pas participé au match, oui, bien sûr. L'ai pas vu, j'ai vu les images. 18-10 avec une interception de 80 mètres, 90 mètres même. C'est quasiment un Plaisir qui est sur le point de marquer. Et une interception, c'est toujours assassin. Maintenant, j'ai vu juste quelques images et sur les échos que j'ai eus, moi je mets un ticket, on en reparlera, je mets un ticket qu'ils iront se qualifier à Saint-Priest. On en reparlera. Moi je dis qu'ils vont aller gagner là-bas. Ils vont aller gagner là-bas parce que je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de malchance sur ce match-là. Oui. Beaucoup de peut-être de petits détails, de petites fautes techniques, fautes de main à des moments où ils étaient sur des moments forts. Ils ont fait quelques fautes inhabituelles. Et peut-être que aussi l'enjeu, la pression, puisque pour eux c'est aussi la première fois qu'ils font les phases finales de Fédéral 2. Faut le dire aussi, hein. C'est la première fois qu'ils sont à ce niveau-là. Donc il y a peut-être aussi une certaine appréhension, une certaine pression. Mais comme l'a dit Sébastien Roncalli à son interview, ils vont tout jouer. De toute façon, dans ces moments-là, moi, je suis entraîneur, donc dans ces moments-là, il ne faut surtout pas retenir ces joueurs. Il faut leur dire, de toute façon, si on ne tente pas aujourd'hui, la seule chose qui peut nous arriver, c'est gagner. Donc si on perd, c'est fini. Donc il faut vraiment y aller à fond. Et moi, je vous le dis, je le répète, je mets un ticket, on regardera dimanche soir qui avait raison, je mets un ticket sur Plaisir et je pense qu'ils iront gagner à Saint-Priest. Votre avis, Philippe, avec une rencontre qui se jouera cette fois-ci à l'extérieur pour c'est Plaisir. Le plaisir que je le souhaite. Mais oui, c'est sûr qu'au vu des images, c'était quand même, ils pouvaient aussi bien inverser le score. Fermé déjà. Ouais. Et bon, savoir aussi que Saint-Priest, ils sont invaincus chez eux, même s'ils sont invaincus chez eux de toute la saison. Ils ont eu juste un match qui était serré, autrement ils ont gagné à l'aise. Bon, après, ça veut rien dire parce que, comme disait Jean, ils savent que qu'en Plaisir, c'est le dernier match. Voilà. Et s'ils donnent tout, ça peut le faire. Et on y croit. Vous y croyez également ? J'allais mettre la même pièce que Jean parce que on en a suffisamment parlé ici et puis on les a vus évoluer surtout cette saison vraiment dans la même poule et déjà depuis quelques saisons. C'est une des saisons de la maturité pour Plaisir qui est là maintenant bien ancrée en Fédéral 2, qui a connu la Fédéral 2 d'avant. D'accord avec Jean pour dire que cette réforme, elle a fait, par le nivellement par le haut, a un petit peu édulcoré les niveaux sportifs et la Fédéral 2 de cette année correspond à une grosse Fédéral 3 de l'année dernière. Donc ils sont à leur place finalement, Plaisir, ou ils méritent mieux ? Non seulement ils sont à leur place, et là, ils travaillent là aussi dans la durée. Et donc c'est maintenant ou jamais. Des regrets, c'est toute la saveur des phases finales au rugby. On en a toujours. Quand on a un match aller comme ça, à domicile pour démarrer, et qu'on est à -8, mais il y a eu des remontadas qui sont partis de beaucoup plus loin même. Et là, dans l'état d'esprit, ça a l'air d'être le cas. Ils se disent tous qu'ils sont passés à côté du match. Malchance en plus, cette interception qui inverse le cours du match au moment où Plaisir était en position de marquer. Et effectivement, cette maturité, sans doute cette expérience qu'ils ont accumulé pendant ces 7 dernières saisons et qui peut leur permettre d'aller faire un coup à Saint-Priest. Il y a une vraie différence entre les poules de Fédéral 2, comme c'est le cas en Fédéral 3, où on se rend compte que les niveaux sont assez disparates. On l'a vu, nous, on l'a vu en barrage.
Donc il y a un coup à jouer et qu'ils aillent, pour rebondir sur ce que Philippe disait, les matchs de qu'ils aillent se finale faire plaisir. n'ont rien à voir les matchs de poule. Même si C'est une autre compétition. Même si Saint-Brieuc est invaincu à domicile, je vous rappelle quand même que Plaisir a battu Le Havre, qui était qui est le gros morceau de la poule cette année. Ils ont mis, je crois même, ils ont mis 20 points dans la vue à Plaisir. Donc les matchs de poule n'ont rien à voir. Un match de phase finale, c'est une autre l'état compétition, d'esprit, visiblement. c'est une autre compétition. L'état d'esprit est complètement différent. Et il y a surtout là sur un match retour qui va être le match couperé. Saint-Priest va avoir la peur de gagner. Face à une équipe de Plaisir qui a les moyens techniques et physiques. Moi, je les ai vus jouer. J'ai pas vu le match là, mais je les ai vus jouer à Orsay pour le dernier match de championnat. Ils ont les moyens techniques et physiques d'aller leur mettre à la misère. Et je maintiens ici. J'espère qu'ils vont pas me faire mentir, hein, mais je maintiens ici qu'ils passeront. Le mental, il sera pour beaucoup, je pense, dans cette rencontre. Je pense qu'on peut mettre tous un ticket, tout simplement, et toujours pour le plaisir, mais au vu de ce que peut dire Jean, je pense qu'on peut y croire. J'enverrai un message au capitaine François Levillain pour pas qu'il me fasse Dernier exemple en date, c'est après le match contre Versailles, le Creusot à domicile toujours en match aller, en 32e, ne s'est incliné que d'un point face à Courbevoie, à 31-32, et on pouvait penser que Courbevoie allait se balader parce que c'est une des belles équipes de cette poule 8, et phase finale, match à domicile, et le Creusot dur à prendre, perdent d'un point, donc ils perdent à domicile, et là à nouveau tout est ouvert sur le match retour. En tout cas, on a une équipe de Plaisir qui est bien soudée, le groupe vit bien. On va regarder justement leur joie, c'était juste après le match en barrage face à Saint-Claude, après leur victoire dans les vestiaires. Regardez. Peut-être un dernier tour de table très rapide, un groupe qui vit bien. On est aussi dans un club qui travaille bien. On parlait tout à l'heure de l'importance des jeunes. Pierre, c'est aussi une équipe, un club qui mise énormément sur son secteur jeune. Et surtout au rugby. L'esprit d'équipe et le collectif est essentiel au rugby. On peut gagner n'importe quel type de match par ce biais-là. Jean, un dernier mot ? Oui, plaisir, je dirais, la différence qu'il peut y avoir entre le club de Plaisir et celui de Versailles. Celui de Versailles veut aller très très vite, il veut mettre les moyens, les gros moyens très vite pour aller accéder de suite plus haut, alors que Plaisir travaille beaucoup plus sur la longueur. Parce que les moyens déjà sont pas les mêmes, les moyens financiers je parle, hein. Ils n'ont pas le même budget, et ils travaillent énormément sur la longueur et justement sur cet état d'esprit qui est vraiment cet état d'esprit famille, très famille, parce que Plaisir c'est ça, c'est très famille, et il y a quand même très peu d'éléments extérieurs qui est injecté. Alors là, c'est très ciblé parce qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à l'intersaison. C'est juste pour remplacer des éventuels départs. Mais ils gardent toujours l'ossature. Moi, ça fait la montée en Fédéral 2, c'est il y a 5-6 ans. Il y a 6 ans. Et il y a encore un tiers des joueurs, plus d'un tiers des joueurs que j'ai entraînés et que je connais, qui forment encore l'équipe première. Donc c'est essentiel dans les Yvelines. C'est la preuve qu'ils trouvent leur bonheur dans la continuité et dans le temps. Bon, on va souhaiter bonne chance à Plaisir qui jouera donc son match retour face à Saint-Priest ce 14 mai. On espère bien sûr une qualification pour nos Plaisirois. On va passer maintenant à notre page débat. Et parler d'un sujet qui nous fait trop souvent réagir en plateau. Je veux bien sûr parler du Paris Saint-Germain. Ça va mal pour le club qui s'entraîne dans les Yvelines, actuellement à Saint-Germain-en-Laye, bientôt du côté de la commune de Poissy. Lionel Messi a été sanctionné récemment de 2 semaines de suspension, du coup, par les dirigeants parisiens pour être allé en Arabie Saoudite sans l'accord de son club sur un jour qui n'était pas un jour de repos. Il n'a pas pu jouer, alors il ne peut pas jouer pendant 2 semaines, même s'il est revenu très récemment à l'entraînement, hein. C'est une nouvelle qu'on a eue en début de semaine du côté du Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était un jour d'entraînement, tout simplement, qu'il avait programmé son voyage en avance en sachant qu'après les matchs de championnat, il y avait des jours de repos programmés. Déjà une petite réaction, Philippe, sur cette affaire Messi. Alors le club parisien à qui on a souvent reproché de ne pas avoir la poigne avec ses joueurs, là a fait preuve d'autorité dans ce cas. Messi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que
Dans ce cas-là, je pense qu'il fallait pas le faire. Donc voilà, parce que c'est Messi. Non, pas parce que c'est Messi. C'est pas le bon moment. Ça aurait dû le faire avant. Même s'ils l'ont déjà fait avec Aurier, qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques années avec Aurier. Mais là, après ça, bien sûr, médiatiquement, c'est le plus grand joueur du monde. On n'a pas à lui faire ça. On n'a pas tout le monde. Ça a vraiment fait du buzz partout. En plus, là, la cerise sur le gâteau, c'est quand même, je veux dire, son interview en début de semaine, qui s'excusait, on aurait dit un petit garçon qui s'excusait. Il s'est excusé, il a dit qu'il attendait de voir ce qu'allait faire le Paris Saint-Germain de lui. Oui, mais quand même, après ses excuses, que peut-être le PSG qui l'ont demandé de le faire, il est réintégré, et je suis sûr que contre Ajaccio, il va rejouer. Ça, c'est pratiquement certain. Après, ils ne savaient pas, parce que d'habitude, ils ont un jour de repos. Après un match, ils avaient joué à Angers, contre Lorient. 3. Contre Lorient, oui. Lorient, c'était la semaine d'avant. Ils ne méritaient pas le jour de repos derrière, parce que j'étais au match, c'était vraiment une parodie de football. Donc voilà, c'est que c'était prévu largement en avance, et puis un engagement qu'il avait respecté. Un engagement, et il est parti, et puis voilà, il disait peut-être qu'il voit rien, mais c'est l'année c'est l'année. Alors juste préciser que cette sanction qui finalement il y a une réintégration de la part de Messi va le pousser vraisemblablement vers la sortie, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. On dit qu'il pourrait retourner à Barcelone. On parle même de plus en plus d'un avenir doré en Arabie Saoudite à plusieurs centaines de millions d'euros. On parle même du milliard pour le contrat. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierre? Est-ce que il fallait faire ça à Messi? On a parlé d'humiliation aussi dans la presse pour un joueur septuple Ballon d'Or quand même. En fait, c'est on va dire la délégation argentine partout en France et dans le monde qui s'est offusqué de cette sanction-là. Je suis assez d'accord avec Philippe sur le fait de dire que c'est en fait disproportionné dans le temps. On a un calendrier qui est posé assez longtemps à l'avance. Par habitude, effectivement, les pros ont une journée de off après un match qui se joue le dimanche. Donc c'était programmé ce lundi-là. Apparemment, c'était un voyage que Messi avait déjà prévu et déjà décalé plusieurs fois, sportivement, on va dire, par rapport à ses obligations. D'une manière générale, il est temps que cette saison se termine pour le PSG. Souhaitons quand même qu'elle se termine par un titre de champion de France qui n'est pas encore fait. Malgré tout, parce que ça pousse encore derrière, mais alors, l'état d'esprit n'y est plus du tout. On a des supporters qui grondent de partout, et que cette phase Star System se termine, parce qu'on l'a déjà dit pour d'autres équipes ou d'autres sports, ça ne suffit pas d'empiler les stars, il faut qu'elles apprennent à jouer ensemble, et quand le MNM marche pas forcément très très bien depuis le début de la saison, dès qu'on les fait jouer ensemble, les trois en gros éclipse le reste de l'équipe et l'esprit collectif du reste de l'équipe. Même si on a un Mbappé qui est encore malgré tout performant, il commence à se faire un peu gratouiller en termes de niveau par cette ambiance générale. Donc au final, cette sanction-là, elle arrive un peu tard. Il aurait fallu peut-être serrer les vis beaucoup plus tôt avec nos stars, à commencer par Neymar d'ailleurs, dont on parle souvent sur ce plateau-là. Quant à la suite et ce contrat, c'est effectivement là on passe les limites de ce qui est perceptible ou palpable pour nous, commun des mortels, avec un contrat à 600 millions d'euros par an, et donc x2 sur 2 ans. On passe le milliard pour aller faire des matchs de gala en Arabie Saoudite. Retrouver Ronaldo dans le championnat d'Arabie Saoudite. Voilà, en gros, c'est un EHPAD de luxe, l'Arabie Saoudite, d'ultra luxe. On parle même de Marco Verratti qui pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Lui, à la limite, avec qu'il y aille. Ça fait déjà longtemps qu'il devrait y être. Donc voilà, en gros, il est temps que ça se termine et qu'on revienne à l'esprit qui a fait l'esprit combatif qui a fait la gloire des années parisiennes, puisqu'on voit que là. Le QSI n'y arrive pas forcément à aller, ne serait-ce que gagner une Ligue des Champions. Messi a marqué 6 buts pour sa première année en Ligue 1, il en a marqué 15 cette année, il a fait également 14 passes décisives pour sa première année, 15 pour la seconde, et ce n'est pas fini en Ligue des Champions. Il a marqué 5 et 4 buts, donc sur le plan comptable, on est plutôt bon. Je vais écouter votre avis, Audrey et Jean. Je vais juste vous poser la question, vous allez lever la petite raquette. Est-ce que vous pensez que c'est une fiasco, la venue de Messi au Paris Saint-Germain, à votre avis? Lui qui est arrivé il y a 2 saisons. Un peu fort. C'est un peu fort. Donc vous êtes plutôt sur le non, et je vais quand même écouter votre avis sur cette affaire Messi, et peut-être me dire pourquoi, à votre avis, ce n'est pas un fiasco, la venue de Messi. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Lionel Messi, c'est quand même un très grand joueur, donc évidemment, moi je suis toujours impressionné par son jeu.
Moi, le carton rouge, simplement, il y a des règles de jeu. C'est comme au sport. Si on ne respecte pas les règles, c'est carton rouge. Donc là, clairement, c'est pour ça que je mets ce carton rouge. Après, voilà, le PSG, c'est quand même une image de marque. Il faut la redorer, il faut peut-être la reconstruire, revoir une autre terme de vision. Donc, il y a vraiment toute une structure dont tu parlais, effectivement, Pierre, sur le PSG. Lionel Messi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus avoir la grosse tête. Il faut revenir un petit peu plus... Tout Messi qu'il est, il aurait dû respecter son engagement avec le Paris Saint-Germain avant celui avec l'Arabie Saoudite. Oui, puis même quand on voit les jeunes qui sont complètement fans de Messi, il y a une image et puis aussi des règles du jeu. Donc il prendra le choix, mais le choix qu'il prendra va être aussi fatidique sur la suite des choses, notamment sur le PSG, mais sur l'image de marque, sur aussi les joueurs. Donc oui, carton rouge sur ce sujet-là. On termine le tour de table avec vous, Jean. Le PSG, ça vous inspire. Le PSG. Il y a eu aussi toute l'histoire autour de Neymar. En ce moment, au PSG, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remue-ménage, des supporters qui sont venus, notamment, on va peut-être voir les images, manifester devant sa maison à Bougival. C'était affectif. Ouais, c'était très affectif. Ambiance très tendue au PSG autour de Neymar et autour de l'affaire Messi, Jean. Oui, bon, ben Neymar, on a l'habitude. Voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu démesuré par rapport à toutes les frasques que peut faire un joueur comme Neymar durant toute la saison, où on est quand même, où le PSG, enfin, on n'est pas moi parce que c'était comment ça vite réglé, mais où les dirigeants du PSG sont quand même assez lâches avec, las avec un mec comme Neymar. Là, Messi, qui fait pas trop parler de lui, je veux dire, dans le mauvais sens du terme, il a été quand même tranquille cette saison. Là, il y a cette histoire-là, on voudrait le virer, on voudrait le pousser vers la sortie, on s'y prendrait pas mieux. J'ai l'impression qu'on profite un peu de ce petit écart, pour qu'il y ait un prétexte. parce que c'est quand même pas non plus, à comparer de ce que l'autre a fait, de ce que Neymar a fait, c'est que dalle, c'est ce qu'il a fait. D'autant plus que c'est un contrat qu'il a avec la compagnie aérienne, Messi, un contrat de publicité. Donc le PSG est au courant de ça. Il a reporté, Pierre l'a dit, il a reporté plusieurs fois ce voyage. C'est ce qu'il a dit, oui. Parce qu'il n'avait plus le choix dans la date, il était obligé de le faire. Et c'est pour ça que là, je trouve un petit peu, c'est pousser mémé dans les orties, que d'aller le chercher sur une chose où ils étaient conscients, ils étaient au courant du contrat, ils savaient qu'il avait une prestation à faire avec justement son sponsor, la compagnie aérienne, et que là, lui mettre un coup de bambou, comme ils sont en train de faire. Alors qu'on n'a pas sanctionné Neymar, vous l'avez dit, on n'a pas sanctionné très peu Neymar. sanctionné Serge Aurier quand il avait peu. insulté son entraîneur sur les réseaux sociaux. Très là, peu. C'est un manque de respect. Et là, je pense quand même que à la vue du joueur et de son comportement, je trouve que c'est un petit peu exagéré, que c'est un petit peu trop amplifié. Et moi je vois ça comme le fait de dire, si on pouvait profiter de l'occasion pour le pousser vers la sortie, récupérer un peu de monnaie pour aller chercher d'autres gars, et puis se débarrasser, on n'arrive pas à se débarrasser du fou là, qui saute partout. On va essayer de se débarrasser du petit qui parle pas beaucoup. Ce serait, pour moi, c'est je trouve ça un petit peu déplacé. Bon, il y a beaucoup à dire sur cette affaire PSG. Le mot de la fin très rapidement. Juste le mot de la fin par rapport au PSG pour le match de contre Ajaccio, même si on n'aime pas trop les matchs qu'ils font. Il y a la finale de l'Orange Football Challenge féminine à la mi-temps et il y a une équipe des Yvelines, c'est Fontaine-Fleury qui va jouer contre la CBB, la finale féminine à la mi-temps donc de PSG Ajaccio. Samedi prochain. Ce challenge que vous chapeautez avec grand talent. C'est ça. Donc je voulais faire un clin d'œil. Et vous avez bien raison. En plus au football féminin. Ouais, très bien. Et voilà, la suite au prochain épisode pour le PSG, un pari qui normalement, sauf grosse surprise, devrait remporter son nouveau titre de champion de France dans les prochaines semaines. On parlera dans une prochaine émission de la carrière de Tom Smith, un talent de l'enduro, c'est de la moto. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, mais je voulais terminer, il nous reste 3 minutes sur du baseball et cet hommage qui a été rendu par les Cougars il y a quelques jours en hommage à Annie Couton, décédée en octobre dernier. La mémoire de l'ancienne présidente du club de baseball était célébrée ce dimanche 30 avril au complexe sportif Jean Maréchal à Montigny-le-Bretonneux à l'occasion d'un match contre Rouen. Une plaque commémorative a été révélée pour honorer la mémoire de celle qui a porté les Cougars jusqu'en Division 1 de baseball. On écoute le nouveau président du club, José Desarrojo, au micro de TV78. C'est quelqu'un qui est resté à la tête du club pendant très longtemps.
qui a su le développer aussi pour être le club qu'il est aujourd'hui. Donc oui, en tant que nouveau président, bon, c'est un défi. Et puis aussi, c'est une source d'inspiration pour aller plus loin et pour porter le club encore plus haut. Votre avis sur cet hommage? On va terminer avec un hommage dans le 7-8. Audrey? En fait, j'encourage toujours les nouvelles venues. C'est vrai que c'est jamais évident de partir sur quelque chose qui a été vraiment très très fort avant. Donc, je suis toujours très positive dans ce sens-là, d'encourager. Et puis c'est vrai qu'on on veut toujours comparer, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, je ne fais que positivité les choses. J'ai dit dans le 7-8, on est bien sûr dans le Si on parlait sport, c'est l'habitude de présenter d'autres émissions. Elle a réussi, Pierre, à faire de Montigny le Bretonneux, les Cougars de Montigny, un top club en termes de baseball en France. On a peu d'occasions de marquer un sport, qui plus est un sport confidentiel comme il l'est en France avec le baseball. On en parle de temps en temps avec le foot US et donc le baseball. Donc l'hommage est évident puisque ça permet justement d'honorer sa mémoire et le travail réussi, tenté et réussi sur ces années pour les Cougars et de les faire exister, ne serait-ce que d'un point de vue médiatique. Elle a été présidente, on le précise, entre 2008 et 2018. Philippe, votre avis sur cet hommage? Un bel hommage, c'est tout à fait normal, je veux dire, de faire cet hommage. C'est en plus de 10 ans en tant que présidente, c'est pas mal. Et puis ça aussi, ça montre le club aussi, parce qu'on n'entend pas énormément parler et ça montre, voilà. Moi, c'est bien ce qu'ils ont fait. Une plaque commémorative, il y a aussi le stade qui va être renommé en son nom. C'est lui faire le plus bel honneur qu'on pouvait, le plus bel hommage qu'on pouvait du côté de Montigny. Grand coup de chapeau. Grand coup de chapeau, bel hommage, et je pense que c'est justifié. On pense bien sûr à Annie Couton, à ses proches bien sûr, à Annie Couton qui était venu plusieurs fois sur le plateau de TV 78 et qui est aujourd'hui bien sûr disparu. Voilà, c'est déjà à la fin de ce Si on parlait sport. Ça va, j'ai été bon dans ma première, vous m'avez trouvé bon. Avec quand même essentiellement les textes de Michael Ebiro que j'ai récupérés au dernier moment. Donc la prochaine fois, on me jaugera vraiment sur cette émission. Et on va terminer comme d'habitude parce que Michael, on a l'habitude avec une citation d'un joueur de football et on parlait de Lionel Messi tout à l'heure. Vous devez vous battre pour atteindre votre rêve, vous devez vous sacrifier et travailler dur pour cela. Cela me préoccupe davantage d'être une bonne personne plutôt que d'être le meilleur joueur du monde. Je vous laisse méditer sur cette phrase et à bientôt sur TV 78.